Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci à vous encore une fois d'être disponible et au rendez-vous. On a avancé la chronique à ce soir exceptionnellement. Merci encore. Alors, Monsieur Cohen, on va aller sur un sujet, on Oui. va continuer sur les sujets d'actualité. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum le live sur toutes les plateformes et si vous voulez intervenir, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Monsieur Cohen, c'est à vous. Alors, je suis parti d'un article qui a paru sur l'Azerbaïdjan, qui a adopté la définition de l'antisémitisme. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment très au courant, ça lui dit pas grand-chose. Après tout, l'Azerbaïdjan, pays musulman, a adopté la définition de l'antisémitisme d'un organisme qui s'appelle, il y a 4 lettres, IHRA, c'est en anglais, IHRA. Alors ça donne en français, la traduction, c'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Bien. Et pourquoi j'ai choisi de parler ce soir de ce thème? C'est pour vous montrer comment les Sayanim utilisent l'antisémitisme pour manipuler les États et éliminer toute critique. Ce qui peut paraître anodin au départ, après tout, on définit l'antisémitisme. Sauf que, d'abord, c'est une organisation qui a pour titre la mémoire de l'Holocauste, qui se revendique de la mémoire de l'Holocauste. Donc, en principe, il devrait y avoir un signal d'alarme. D'accord? Mémoire de l'Holocauste, ça veut dire qu'on va utiliser certains thèmes pour manipuler l'opinion ou pour orienter la définition de l'antisémitisme. Bon, donc c'est une organisation privée, c'est une ONG ou c'est une alliance, voilà, et qui probablement a été certainement manipulée par le Mossad et qui a établi une liste des critères qui définissent l'antisémitisme. Bien. Ça aurait pu rester comme un document quelconque d'analyse. Après tout, n'importe quelle ONG peut publier un communiqué, un mémorandum, ce qu'il veut. N'importe qui d'ailleurs, n'importe quelle ONG peut le faire. Sauf que l'IHRA n'est pas n'importe quelle organisation. C'est-à-dire, elle va taper à la porte des États, à la porte des villes, à la porte des organisations internationales. Et elle va leur dire, écoutez, il faut adopter ma déclaration sur l'antisémitisme, ma définition de l'antisémitisme. Et ce qui est extraordinaire, miraculeux, c'est qu'il y a une trentaine de pays qui ont adopté cette définition. Ils ont dit oui, nous acceptons cette définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA. Et non seulement des pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., l'Azerbaïdjan, peut-être le Maroc, mais ou les Émirats arabes unis, mais je ne suis pas arrivé à trouver l'information, mais même les États fédérés aux États-Unis, par exemple le Texas, l'État de New York, l'État de Floride, et même des villes, la ville de Paris par exemple, la ville de Marseille, la ville de Toulouse, ont adopté cette définition de l'antisémitisme. La ville de Strasbourg a refusé de le faire il y a 2 ans parce qu'elle a un maire écologiste et elle a dit, et bon,
Moi qui suis l'actualité de très près, on leur est tombé dessus, mais a priori, apparemment, ils ont résisté à la pression. Et donc, qu'est-ce qu'elle renferme, cette déclaration, cette définition de l'antisémitisme de l'IHRA? Alors, je vais vous en donner quelques points essentiels pour vous montrer comment l'antisémitisme, tel que défini par une organisation juive et probablement sioniste, manipulée par le Mossad, veut imposer au reste du monde, en tout cas du monde occidental, et même un début des pays musulmans, pour faire reconnaître ces définitions de l'antisémitisme. Donc, l'antisémitisme, il est dit, peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. C'est-à-dire, alors qu'il y a une loi votée par le Parlement israélien de 2018 qui annonce le titre Israël est un État du peuple juif. Eux, ils ont le droit de le dire. Mais si un imam ou un humoriste dit oh là là, Israël est un État uniquement pour les juifs, ça c'est de l'antisémitisme. Bon, donc on n'a pas le droit. Et donc vous voyez, ça veut dire on peut dire l'État juif ou l'État hébreu, ça passe. Très bien, pas de souci. Mais si vous avez de mauvaises intentions, c'est-à-dire vous dites oui, c'est un État uniquement réservé aux juifs, pas pour les Arabes, pas pour les Palestiniens, pas pour les non-juifs, là vous faites de l'antisémitisme. Alors que vous ne faites qu'exprimer une réalité. Bon. Maintenant, dans la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, si vous parlez du pouvoir des Juifs en tant que collectif, comme notamment le mythe d'un complot juif ou d'un contrôle de médias, de l'économie, des pouvoirs publics ou d'autres institutions par les Juifs. Ça veut dire, par exemple, moi j'ai écrit Le Printemps des Sayanim, donc c'est un livre, selon la définition de l'IHRA, c'est un livre antisémite. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les bibliothèques municipales en France, aucune bibliothèque municipale ne l'a acheté, voilà, ne l'a proposé à ses lecteurs. Aucun média n'en parle, aucun média officiel, parce que c'est un livre, parler des Sayanim, c'est évoquer le mythe d'un complot juif. Par exemple, si vous dites que les Juifs contrôlent les médias, ça c'est antisémite. Voilà. Même si vous démontrez par A plus B, etc., rien à faire. Il ne faut pas le dire. Voilà. C'est interdit. Voilà l'antisémitisme. Et je répète que cette définition de l'antisémitisme a été acceptée par l'Azerbaïdjan, pays musulman, et probablement d'autres pays musulmans, mais je n'en suis pas sûr. Mais c'est l'article que j'ai envoyé à Ouali pour débuter cette vidéo, disant que l'Azerbaïdjan, pays musulman, a adopté ces définitions. En plus des pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, des parlements occidentaux, des villes occidentales, des universités, etc. etc. Alors, si aussi c'est l'antisémitisme, si vous dites que la négation des faits, de l'ampleur des procédés, ou comme les chambres à gaz, ou du caractère intentionnel du génocide du peuple juif perpétré par l'Allemagne. Si vous remettez en question, enfin, même si vous vous lancez dans c'est pour ça que les travaux de recherche sont interdits si on a de mauvaises intentions, ou si on découvre des choses qui ne correspondent pas à l'idéologie officielle. Voilà. Et donc ça aussi, ça fait partie de l'antisémitisme, c'est-à-dire que relève de l'antisémitisme qui est condamné par la loi. Donc je répète qu'en adoptant
qu'en faisant sienne la définition de l'antisémitisme par l'IHRA, les États occidentaux, les universités occidentales, les villes occidentales, etc., ont le droit ou le devoir de poursuivre pour antisémitisme les gens qui enfreignent ces règles-là, ces principes. Je continue. Si le reproche fait au peuple juif ou à l'État d'Israël d'avoir inventé ou d'exagérer l'Holocauste, juste de dire ça, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les pays signataires qui ont accepté cette définition s'engagent à poursuivre les contrevenants pour antisémitisme. Ou le reproche fait aux citoyens juifs de servir davantage Israël ou les priorités supposées des juifs à l'échelle mondiale que les intérêts de leur propre pays. Par exemple, dire que Elisabeth Lévy ou Alain Finkielkraut ou BHL sont plus proches des intérêts israéliens que des intérêts français, c'est de l'antisémitisme. Dire que Rothschild est plus proche d'Israël que de l'Amérique ou de la France, c'est de l'antisémitisme. Dire que Polanski est plus proche d'Israël, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, alors que les Sayanim, il y en a entre 40 000 et 50 000. Bon, je ne vais pas revenir sur le thème, mais qui sont répertoriés, qui ont agi, etc., etc. Enfin, bon, j'ai déjà présenté ces documents-là. Eh bien, et on n'a pas le. Si vous dites qu'il y a des Sayanim, alors qu'ils existent, il y en a au moins 40 000 à 50 000. Moi, par exemple, je pourrais être poursuivi pour antisémitisme parce que j'ai dit que dans mon livre Le printemps des Sayanim, que par exemple BHL et d'autres que j'ai cités, notamment par exemple ceux qui dirigent la loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient, ils défendent plus Israël que le gouvernement français, c'est antisémite. Donc, le pouvoir en France peut se réclamer de la définition de l'IHRA pour poursuivre ceux qui disent des absurdités pareilles. Absurdités entre guillemets, évidemment. Je continue. Si vous exprimez le refus du droit à l'autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste. Alors là, vous tombez dans l'antisémitisme. Voilà. Alors que les faits sont là, les documents sionistes, par exemple, le plan d'Alet, qui est un officiel de l'agence juive qui date des années 30, qui avait prévu le nettoyage ethnique de la Palestine ou la bande de Gaza, par exemple. Si vous dites que l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste, alors que par essence, par l'histoire qui s'est développée depuis 1947, tout est fait, enfin je veux dire même la législation sur les terres. Vous savez que par exemple en Israël, il y a des terres qui sont interdites à l'achat par des Arabes israéliens. Il y a des Arabes israéliens qui ne peuvent pas résider dans des villes juives. Mais attention, si vous dites que c'est raciste, vous tombez dans l'antisémitisme. Et je répète, parce que c'est très important, que tous les pays occidentaux, beaucoup d'universités occidentales, beaucoup de conseils municipaux occidentaux ont adopté cette définition, et notamment l'Azerbaïdjan, cette semaine. C'est donc qu'ils peuvent poursuivre pour antisémitisme ceux qui contreviennent à ces principes. Et enfin, l'établissement de comparaison entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis. Alors là, si vous dites ça, avec des preuves, enfin, je veux dire, voilà, ce qui s'est passé à Gaza, je ne sais pas si on peut différencier de beaucoup
avec ce qui s'est passé avec les nazis, mais enfin, voilà. Donc, je voulais revenir, parce que, bon, évidemment, quelqu'un qui aurait lu l'information, l'Azerbaïdjan reconnaît la définition de l'antisémitisme, bon, tout le monde, enfin, les gens, enfin, habituellement, ils vont hausser les épaules, ils vont dire, bon, qu'est-ce que c'est, bon, ça va, bon, ben, après tout, mais il faut connaître enfin, c'est pour ça que, enfin, j'essaye de vous éclairer sur les manipulations et l'antisémitisme, ou sa définition même. Parce que, bon, à la limite, on peut dire l'antisémitisme, c'est pas bien, il doit être condamné. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Comme l'islamophobie ou comme le racisme, etc. Mais faire entrer dans la définition de l'antisémitisme euh, toutes des atteintes légitimes qu'on peut faire contre l'État d'Israël et les faire passer pour de l'antisémitisme, et réussir en 10 ans, parce que l'IHRA date d'une dizaine d'années, la faire accepter par la majorité des pays occidentaux, chapeau. Chapeau, le pouvoir juif, judéo-sioniste, il est, enfin, il est fantastique. Voilà. Eh ben voilà, il ne reste plus qu'aux Arabes d'essayer de contrecarrer ce projet. Hop, voilà. Je disais, Monsieur Cohen, par rapport à l'Azerbaïdjan, qu'est-ce qui a fait, bien sûr, bon, je ne sais pas si vous l'avez dit en début d'introduction, je Oui. j'ai peut-être pas écouté. Est-ce que qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est ce partenariat militaire, c'est ça? Voilà. Alors, l'Azerbaïdjan, euh, alors c'est ça qui est terrible, c'est que l'Azerbaïdjan, il est frontalier avec l'Iran au nord. Et donc l'Azerbaïdjan, d'après les observateurs avertis, d'abord, il y a vous savez, l'armement de l'Azerbaïdjan qui a écrasé l'Arménie récemment avec le Haut-Karabakh, etc. Ce sont des armements israéliens, des conseillers israéliens, etc. Et c'est grâce à ces armements et que l'Azerbaïdjan a gagné cette bataille militaire. Et deuxièmement, l'Azerbaïdjan sert de base arrière au Mossad, au service de renseignement israélien, pour surveiller l'Iran. Et d'ailleurs, lorsque un président est mort dans un accident d'hélicoptère il y a un an et demi ou quelque chose comme ça, c'était pas loin de la frontière de l'Azerbaïdjan. Et donc, on suppose, hein, enfin, vous savez, on suppose que ceux qui ont fait cette opération étaient basés en Azerbaïdjan. Donc, l'Azerbaïdjan, même s'il est à majorité musulmane, eh ben, il est du côté d'Israël. Voilà. Et donc, on a demandé à l'Azerbaïdjan d'adopter, c'est quand même important, symboliquement parlant, qu'un pays musulman, je ne sais pas si c'est le premier, mais je ne crois pas, je suis sûr qu'il doit y avoir deux ou trois qui ont déjà franchi le pas, mais comme je ne suis pas sûr, je n'aimerais pas m'avancer. On a demandé à l'Azerbaïdjan de faire une fleur aux Israéliens en adoptant cette définition de l'antisémitisme, c'est-à-dire de bannir toute critique, en fait, d'Israël, des Sayanim, etc. etc. Voilà. Et pour que ce soit précis pour nos auditeurs, donc cet armement, il était destiné à combattre qui exactement? L'Arménie. L'Arménie, voilà. D'abord, il a servi pour l'Arménie, après, je ne sais pas, mais disons que l'Azerbaïdjan est devenu une puissance militaire assez considérable grâce, enfin, je veux dire, il y a vraiment une alliance stratégique entre l'Azerbaïdjan et Israël, et l'Azerbaïdjan, encore une fois, sert de base arrière, renseignement, infiltration, etc., puisqu'il a une frontière au nord avec l'Iran, et donc ça permet à Israël de mener ces manipulations, ces infiltrations, enfin tout ce qu'il a envie de faire par l'Azerbaïdjan. Voilà.
Voilà, et donc cette IHRA, aujourd'hui, je crois, il y a plus de 30 pays membres, hein. À peu près, voilà. Oui, c'est-à-dire il y a une trentaine de pays qui ont accepté voilà, la définition. Ça veut dire qu'ils sont engagés à, À mettre en œuvre les engagements. voilà, et donc à poursuivre les contrevenants euh, pour antisémitisme, à considérer que tout ce qui est fait contre Israël dans le cadre de ce que j'ai dit, des points soulevés par la définition de l'antisémitisme, comme des actes antisémites. Voilà. Voilà, donc dire que Israël est un État colonial, c'est antisémite. Exactement. Voilà. Ça passe sous le coup de la loi. Ça pourrait. Ça veut dire que si la France, la France a adopté la définition, il peut très bien dire voilà, selon la définition, c'est de l'antisémitisme, et donc l'antisémitisme est punissable par la loi, donc je vous condamne pour antisémitisme. Voilà. D'accord. Et oh, ouais, effectivement, donc je suis en train de regarder en même temps, effectivement, donc ça a été adopté par 31 membres au mois de mai 2016. Donc ça a bientôt 10 ans. Et donc c'est suite à la déclaration de Stockholm de 2000. Ah, je sais, j'ai pas, j'ai raté cette information. En fait, les acceptations par les États sont, comment dire, elles ne datent pas toutes de 2016. Ces acceptations se font au fur et à mesure. Moi qui suis l'actualité de manière assez régulière, je me rends compte, par exemple, que tel État fédéral américain, par exemple, la Géorgie, je ne sais pas, je dis ça comme ça, le Texas, a adopté la définition de l'IHRA. Telle université américaine a adopté. Et c'est comme ça que j'ai su que la ville de Strasbourg, le conseil municipal, a refusé, parce qu'il y a eu des pressions probablement pour adopter, et la ville de Strasbourg a refusé d'adopter la définition de l'antisémitisme par l'IHRA. Et donc on lui est tombé dessus, on a dit oui, c'est pas bien, etc. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais je sais que la ville de Paris, en fait, l'IHRA ou les Sayanim qui sont derrière, poussent chaque fois, vont voir un État, vont lui dire écoute, il faut adopter cette définition de l'antisémitisme, etc. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui a été signé en 2016 et puis on arrête là. Pas du tout, au contraire. C'est un document qui, qui s'étend de plus en plus. Voilà. Et même pas seulement au niveau des États, mais même au niveau des villes, des universités, etc. Le but est de rendre ces définitions aussi larges et profondes que possible. Voilà. Que les gens se disent, enfin, que toute institution d'un pays occidental, ou même aujourd'hui, maintenant, d'un pays musulman, se disent on ne peut pas, il est interdit de critiquer Israël sur certains points, etc. Voilà. D'accord, mais est-ce que de qualifier Israël d'État sioniste, on peut faire le parallèle demain avec cette définition de l'antisémitisme? Je ne sais pas, si par exemple, pardon, je reprends si dans votre esprit, d'accord, si dire que c'est un État sioniste, ça veut dire que, euh, par exemple, voilà, le pouvoir, non, non, le mythe d'un complot juif, voilà, si vous dites, voilà, je cite hein, le document, l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Voilà, ça veut dire que si dans votre esprit vous dites c'est un État sioniste, ça veut dire qu'il est réservé aux juifs, etc. Eh bien, ça peut se rapprocher de la définition de l'IHRA et donc être condamné pour antisémitisme. Alors que, par définition, l'État d'Israël est un État juif réservé aux juifs. C'est-à-dire que si vous êtes un juif américain
ou Brésilien, vous avez le droit d'aller en Israël et d'obtenir la nationalité israélienne en 24 heures. Alors que si vous êtes palestinien, que vous avez habité ce pays depuis des siècles, eh ben, vous n'avez pas le droit d'avoir la nationalité. Voilà. Donc, ça dépend dans quel sens vous dites c'est un État sioniste. Vous savez, si un tribunal, si on veut vous condamner, c'est très facile d'extrapoler, de dire oui, oui, vous avez voulu dire ça, etc. D'accord, mais aujourd'hui, M. Cohen, est-ce qu'il y a un refus du droit à l'autodétermination des Juifs? Est-ce qu'il y a un refus du droit à l'autodétermination des Juifs? Oui, parce que c'est Non, qualifié comme antisémite non, il dans n'y a la pas. définition. Hein. Oui, 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 mais c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Oui, C'est-à-dire, non, par mais exemple, effectivement, non, mais c'est pour faire le parallèle avec d'autres peuples qui voudraient l'autodétermination. Si, oui, vous voyez ce que je veux dire? pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que les Juifs, c'est spécifique. Voilà, ils ont une identité particulière. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas pour n'importe quel peuple. Si vous dites ça du Sahara occidental, on n'en a rien à fiche. Si vous dites ça je sais pas, des Noirs sud-africains, on n'en a rien à fiche, etc., etc. Par contre, si vous touchez au peuple élu, là, c'est assez grave. Voilà. Non, c'est pour ça que je voulais, c'est-à-dire, c'est ça le pouvoir du lobby judéo-sioniste dans le monde. C'est-à-dire, il veut imposer, il veut interdire toute critique, ou en fait, il veut imposer sa vision et interdire toute contestation. Voilà. Et il est arrivé à le faire. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est parce que les gens s'interrogent parfois, se disent, mais d'où ça vient, etc. Et pourquoi. Et ben voilà, c'est comme ça qu'ils travaillent. Voilà. L'IHRA est un organisme qui a été constitué il y a plusieurs années et qui a réussi à s'infiltrer et à s'imposer. Et il continue à s'imposer. La preuve, l'Azerbaïdjan vient de signer la déclaration. Exactement. Très bien. Merci, M. Cohen, pour cette analyse. Les amis qui sont arrivés là sur TikTok ou sur X, n'hésitez pas, si vous avez une question, prendre la parole, faire la demande. Et on va continuer. Alors, il y avait une première question sur le chat. Oui. Pourquoi toujours dire pourquoi toujours dire c'est quand que les Arabes vont se réveiller? C'est quand que les Arabes vont contrecarrer les Juifs, etc. Faudrait plutôt dire c'est quand que le monde va se réveiller. La D'accord? question n'est pas là. Oui, oui, non, mais là, à mon avis, je me permets de dire, la question est mal posée. Oui, elle est mal posée, mais si vous Non, voulez, oui, allez-y. on pourrait dire tout simplement aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que Français, étant sur le territoire français, c'est quand que les Français vont se réveiller. Voilà. C'est une question de rapport de force. La question n'est pas là. Les Français, ils n'y sont pour rien. Les Français regardent TF1, France 2, etc., et ils voient une propagande à 95% pro-israélienne. Voilà. Donc les Français, ils n'y sont pour rien. Le gouvernement français, Ah, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Cohen, je suis désolé. allez-y, 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 Bah, pourquoi? j'estime que les Français, ils sont pour quelque chose. Parce que il y a une forme comment dire, de prise des postes importants sur le territoire et les Français l'ont accepté. C'est-à-dire que Non, si ils le savent pas. Français Alors, il y a, si, je suis les désolé. amis, allez, Aujourd'hui, on doit pouvoir savoir. Et avec les moyens d'information qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, vous en êtes la preuve. Vous nous informez chaque. Mais, mais les Français, normalement, doivent pouvoir lever le petit doigt à un moment donné et dire stop. Hein, on est d'accord ou Wally, pas? non, non, non. Wally, combien de Français regardent les chaînes de télévision classiques, TF1, France 2, patati, etc., etc., sont abonnés à Canal+, aux grandes chaînes, regardent le foot, regardent le cinéma, enfin, sont dans le système, au moins les deux tiers. Voilà. Et donc,
ils sont environnés. Regardez, vous pouvez avoir affaire à des personnes intelligentes, même cultivées, universitaires, etc. Et vous leur parlez de l'épidémie qu'on vient d'avoir et regardez comment ils ne sont pas, ils sont pas éveillés. Ça veut dire, alors que l'information existe, ils ne sont pas allés la chercher et quand on la leur donne, ils la contestent. Et sur le conflit du Proche-Orient, ils sont tellement imbibés de propagande que, vous savez, c'est ça le drame, c'est que c'est facile de dire, enfin c'est facile, on dit l'information existe, il faut aller la chercher. Mais malheureusement, si c'était vrai, vous croyez qu'on aurait eu un Macron, une classe politique pareille depuis des décennies qui se fout de notre gueule? Non. Mais malheureusement, la majorité, les 2 tiers des Français sont embarqués dans un système médiatique, livresque, scolaire, universitaire, économique, etc., qui les maintient dans cet état. Vous savez, par exemple, j'ai publié aujourd'hui une vidéo de Jean-Paul Brigelli, qui est un agrégé de français. Je pense qu'il était inspecteur, mais je n'en suis pas sûr. Il est retraité. Il a expliqué dans cette vidéo comment, depuis 1994, c'est un programme européen pour rendre la majorité des élèves en Europe crétins, pour les crétiniser. Allez la voir, cette vidéo, elle dure 2 minutes. Bon. Donc, nous avons affaire à des machines qui nous dépassent et nous sommes une minorité à vouloir nous informer. Et donc, voilà, on essaye, mais le mur de l'indifférence, moi je connais des gens qui sont intelligents, etc., mais ils sont imperméables à la contestation, parce que, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont là-dedans depuis des années. Et donc c'est un processus qui n'est pas facile à réaliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que la classe politique domine outrageusement. Enfin, je veux dire, regardez la France dans quel état elle est. On lui impose un Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. On a atteint le degré, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour humilier le peuple français. Eh bien voilà, on est arrivé malheureusement parce qu'il y a une majorité de gens qui se laissent prendre, mais depuis longtemps et depuis toujours, se laissent prendre dans la propagande. Ah. Alors, il y avait une question là, à nouveau dans le chat, que je remonte un peu. Bon, je crois que vous aviez déjà répondu. C'était combien, selon vous, estimez-vous, de Sayanim en France? Entre 4 000 et 5 000. Alors pourquoi je dis ce chiffre? Parce que bon, je n'ai pas sorti de rien. Parce que en 1985, vous savez, le livre de Victor Ostrovsky, l'officier du Mossad qui a démissionné et qui a écrit le livre sur sa carrière, comment il a été recruté, etc. Et il parlait de l'affaire, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, cet Israélien qui travaillait dans la centrale nucléaire de Dimona et qui est un ancien juif marocain qui s'appelle Mordechai Vanunu. Voilà. Et donc, cet employé a pris des photos de la centrale nucléaire et les a vendues ou données, ou je ne sais pas quoi, à un journal anglais, britannique. Alors, je ne sais plus si c'était Daily Mirror ou Daily Mail, enfin. Et donc, il était caché à Londres. Et pour le retrouver, le Mossad a mobilisé tous les Sayanim qu'il avait à Londres, tous. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour le retrouver parce qu'il était incognito dans un hôtel. Et Victor Ostrovsky avait dit à l'époque, avait écrit qu'en 1985, il y avait 3000 Sayanim dans la seule ville de Londres. Voilà, 3000 Sayanim dans la seule ville de Londres en 1985. Donc, j'ai fait un peu d'extrapolation, voilà.
Je me suis dit, si dans la ville de Londres, il y a 3000, la France, qui comprend quand même une communauté juive 2 fois plus importante que celle de Grande-Bretagne, il devrait y avoir au moins 4000 à 5000. Voilà. Peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça doit tourner autour de ce chiffre. Mais attention, parler de Sayanim, c'est antisémite. Hein. Ouais. Alors, on va faire une petite transition, aller sur un petit Oui, peu l'actualité peut-être. N'hésitez pas toujours, celles et ceux qui veulent participer ou réagir sur le sujet, vous faites la demande, on vous donnera la parole. Monsieur Cohen, donc, je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Trump hier concernant Zelensky. oui, oui, il a dit des choses assez brutales. Oui, bon, ben, le torchon brûle, et d'autant plus que Zelensky se croit assez malin d'abord pour dire aux Américains que il n'a pas du tout envie de faire un marché avec eux sur les terres rares, sur les richesses, et que Trump il est influencé euh, par les Russes, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai oublié la phrase, mais qu'il subit de mauvaises influences. Et là, Trump, je pense qu'il est rentré dans. Enfin, je veux dire, comment le petit poussé ukrainien peut se permettre de tenir la dragée haute à l'Amérique. Et à mon avis, enfin, les jours de Zelensky sont comptés. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. De toutes les façons, militairement parlant, l'Ukraine subit des dommages assez substantiels et continue. Et deuxièmement, je pense que les Américains vont probablement chercher, d'une façon ou d'une autre, à faire tomber Zelensky. Voilà. Et donc, enfin, je pense que les jours qui n'est même plus président d'ailleurs, il a traité de petit dictateur. Enfin, vraiment, ils sont Oui, allés, on est allé très loin dans les invectives. Et j'ai l'impression que les Américains pourraient mettre le paquet pour le faire sauter d'une façon ou d'une autre. Et ils en ont les moyens, pas mal les moyens. oui, il traitait de dictateur, mais aussi d'avoir détourné les milliards. Exactement. Ouais. Et même, enfin, des dizaines et des dizaines de milliards. C'est pas. Enfin, je veux dire, par exemple, Zelensky a dit je ne retrouve pas la trace de 100 ou 150 milliards. Ben, je veux dire, c'est comme si nous, on parlait de quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Il ne trouve pas la trace d'une centaine de milliards. Et c'est quand même un peu fort. Et là, donc, ils vont chercher, probablement, à mon avis, ils pourraient sortir pas mal de documents sur l'Ukraine, sur le régime nazi, sur les instances nazies, peut-être par exemple pour justifier, parce que aujourd'hui, les Américains sont en train de justifier l'entrée en guerre de la Russie. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, la Russie a eu raison d'intervenir parce elle était attaquée, parce que les populations russes étaient attaquées, et il se peut que les Américains, qui détiennent probablement toutes les informations nécessaires, publient celles qui concernent, parce on a beaucoup parlé d'une éventuelle offensive de l'Ukraine au mois de mars 2022 contre les populations du Donbass. En fait, faire effectuer quasiment une purification ethnique. Et c'est pour ça d'ailleurs que Poutine a lancé sa campagne le 24 février 2022, ça veut dire un mois avant. Et il se peut que les Américains qui possèdent, enfin qui doivent posséder ces documents, bien sûr, les publient et donc détruisent toute la construction sur la petite Ukraine inoffensive qui subit une attaque, etc. Et donc détruisent tout le narratif. Et c'est vraiment, enfin, bon, je pense qu'on assiste à un renversement extraordinaire
de la situation. Qu'est-ce que vous pensez de la médiation qui a eu lieu avec l'Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie? Eh ben, d'abord, bon, c'est un bon point pour l'Arabie Saoudite. Vous savez que quand les deux pays choisissent un pays, quand les deux grandes puissances choisissent un pays pour se rencontrer, ils le font pas comme ça par hasard. Parce qu'il y a beaucoup de pays, la Suisse par exemple, la Suisse aurait pu le faire, mais la Suisse avait pris des sanctions contre la Russie. Donc la Suisse a perdu son rôle de pays neutre. Donc pour la Russie, non, c'est fini. Aucun pays européen non plus. Ça aurait pu être en Turquie. Bon, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait en Turquie, je ne sais pas. Et donc, pour l'Arabie Saoudite, c'est quand même un élément important que les deux grandes puissances lui reconnaissent une forme de statut, parce que c'est une confirmation du statut du prince MBS, voilà, de la place de l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est pas neutre. Voilà, c'est un élément important. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais voilà, il lui donne un rôle important à jouer. Voilà. Mon micro. Voilà. Étant donné qu'il y a eu cette médiation qui s'avère donc positive, hein, je pense, moi je vous posais la question pour changer de secteur. Faudrait-il pas une médiation pour renouer les liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc? Je sais pas, je pense que, enfin moi, je vous donne mon sentiment, c'est que il faut trouver une solution. Est-ce qu'ils peuvent trouver une solution au problème du Sahara occidental? Voilà, c'est ça le problème. Voilà, s'ils arrivent à trouver une solution, à ce moment-là, le principal point d'achoppement sera réglé et ils pourraient trouver un moyen de renouer. Voilà. Parce que une médiation, ça signifie que les deux pays peuvent trouver un compromis, un terrain d'entente, une solution au problème, etc. Et à mon avis, le vrai problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est le Sahara occidental. Bon, pour le Maroc, c'est quasiment une question existentielle. Voilà, je vois mal le régime marocain renoncer au Sahara occidental. Voilà, c'est presque, enfin, ça me paraît vraiment, ça me paraît quasiment impossible. Et pour l'Algérie, est-ce qu'elle peut accepter, sans perdre la face, est-ce qu'elle peut accepter une solution d'autonomie qui donnerait en fait le vrai pouvoir au Maroc pour couvrir un peu le changement. Tout réside, à mon avis, tout réside là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le point d'achoppement. S'ils arrivent à trouver d'abord une solution à ce problème, un compromis, à ce moment-là, je pense qu'une médiation, mais une médiation, vous savez par exemple, pourquoi la médiation entre la Russie et entre l'Amérique et la Russie a marché? Pourquoi? Parce que l'Amérique a dit que je comprends les intérêts russes, mais parce que si c'était Biden, jamais une réunion pareille n'aurait pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que Trump a dit que cette guerre doit cesser et que il comprend les préoccupations de la Russie en matière de sécurité. Et qu'on peut pas, et que l'Ukraine ne peut plus faire partie de l'OTAN. Et que les territoires pris par la Russie et qu'on ne pourra pas revenir aux frontières de 91. Donc en fait, on a tous les points d'achoppement ont été réglés par Trump. Et c'est pour ça que la médiation a marché. Si Trump n'avait pas dit tout ça avant,
Mais jamais n'importe quelle médiation aurait échoué. Et c'est ça, voilà, c'est que. Et donc, c'est pour ça, voilà, on a trouvé une solution au problème. Quel que soit l'essentiel, c'est qu'on trouve une solution. Voilà. C'est-à-dire que Trump a reconnu quasiment tous les points de la Russie, et donc à ce moment-là, ben, on peut discuter. Voilà. Parce que la Russie disait, moi, sont mes lignes rouges. Je ne peux pas, voilà, c'est pas d'Ukraine dans l'OTAN, les territoires russes où il y a eu les référendums sont à nous, et il faut dénazifier l'armée ukrainienne. Et donc, tant qu'on ne fait pas ça, il ne pouvait pas y avoir d'accord. Mais à partir du moment où la partie américaine reconnaît ces points, ben, la médiation devient possible. En fait, la médiation ne peut pas régler les choses a priori. Ce n'est pas parce qu'on se rencontre, ce n'est pas parce qu'il y a un pays médiateur qu'on va trouver une solution. Si par exemple vous réunissez les Marocains et les Algériens, même si vous les laissez une semaine ensemble, ça ne va pas. En fait, il y a un travail préparatoire à faire. C'est-à-dire, parce que la rencontre de Riyad, il y a eu un travail préparatoire. C'est-à-dire pendant même avant peut-être que Trump devienne président, il y a eu probablement des contacts, bon, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Mais c'est parce que Trump a reconnu les points de vue russes que la médiation est devenue possible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on ne part pas de la médiation comme ça, parce que c'est pas. Il faut d'abord régler le nœud du problème avant. Et une fois qu'on a réglé le nœud du problème, c'est pour ça que moi je dis que le nœud du problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est le Sahara occidental. Voilà. Et est-ce que, peut-être qu'il y a d'autres, à mon avis, il n'y a pas d'autres contentieux territoriaux entre le Maroc et l'Algérie, où ils ne sont pas aussi délicats ni aussi difficiles à résoudre. Mais si on entamait des discussions, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Mais s'il y avait des discussions discrètes, secrètes, pour essayer de trouver une solution, mais je me demande quelle solution on pourrait trouver qui sauverait la face aux deux pays, ou qui sauvegarderait les intérêts des deux pays. Voilà. Et la situation s'est aggravée dans le sens où non seulement le Sahara occidental, mais le Maroc est devenu un allié stratégique d'Israël dans la région. Et donc, je comprends que l'Algérie puisse se sentir menacée, parce que je pense que non seulement il y a le Sahara occidental aujourd'hui, mais il y a que le fait, le Maroc a-t-il besoin, pourquoi il veut cette alliance stratégique avec Israël, etc. Pourquoi il construit des usines d'armement sur son territoire, de drones israéliens, etc. Quelle menace cela représente aussi. Donc ça aussi c'est un problème. Alors moi, je suis persuadé que on doit passer par une médiation. Moi, je suis persuadé parce que s'il n'y a pas de médiation, le lien il est coupé, il n'y a pas de dialogue. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, le nœud du problème, tout ça, mais à un moment donné, les deux États, les deux gouvernements devront faire des concessions pour revenir à la table des discussions. Sinon, bah, ça va rester comme ça. Et s'il n'y a pas une volonté mais on le voit qu'il n'y a pas vraiment de volonté, étant donné qu'il y a une politique qui est menée du Maroc qui n'est pas du tout celle de l'Algérie, qui n'a rien à voir, effectivement, concernant la normalisation, tout ça. Donc, c'est sûr, il y a des divergences, mais ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vraiment. J'ai évoqué une fois un point, c'est qu'on est dans une région où il y a deux régimes antagonistes qui ont été antagonistes depuis 1963. C'est-à-dire, vous avez un régime conservateur et un régime révolutionnaire, où non aligné, où il y a un occidental, etc., et qui n'ont pas, enfin, qui ont été toujours enfin, qui se regardaient en chien de faïence. Voilà. Mais cela aurait pu être réglé. Mais malheureusement, est venu
l'affaire du Sahara occidental. Et moi, mon avis, c'est très important ça, c'est l'alliance du Maroc avec Israël et quasiment est devenue, comme on dit, une espèce de base arrière enfin, contre l'Algérie, ça c'est sûr. Allez, on va continuer. Il y a eu une rumeur récemment Oui. qui est sortie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi, un article d'un média marocain, H-Press, qui annonçait la mort du roi et qui a retiré l'article qu'il a supprimé pas longtemps après. Je ne sais pas si Non, vous l'avez vu, vous non, l'avez pas j'avais vu pas. passer. D'accord. Mais en Donc, fait, bon, enfin, il y a souvent, vous savez, il y a souvent ce genre de rumeurs. Il faut se méfier un peu. Enfin, mais d'un média marocain, c'est quand même. oui, c'est étonnant. C'est étonnant Ouais. parce qu'en général, ils sont très prudents s'agissant de la monarchie. Les médias marocains sont d'une prudence extrême, mais je les comprends, hein, parce qu'en fait, toute atteinte. Vous savez, moi, je me souviens quand j'étais au Maroc, et non, pas quand j'étais au Maroc, bien après. Il y a un magazine qui s'appelle Tel Quel. Et, et un jour, Tel Quel, c'est un hebdomadaire francophone d'une très haute tenue quand même. Enfin, vraiment, il fait de bonnes analyses, etc. Bon, même s'il n'est pas révolutionnaire, enfin, mais bon, mais disons, il est de qualité. Et un jour, il avait mis en couverture sondage, 97%, quelque chose comme ça, d'accord, des Marocains sont pour la monarchie. Bon. L'hebdomadaire a été saisi, tous les exemplaires ont été enfin, je veux dire, éliminés, et le journal a été condamné. Pourquoi? Parce que la monarchie ne peut pas faire l'objet d'un sondage. Évidemment, bon, il a pris prétexte, la monarchie, à mon avis, il a pris prétexte pour montrer à tel quel qui est le vrai patron au Maroc. Ça veut dire que, attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Quand il s'agit de la monarchie, les gens sont d'une prudence extrême. Et donc, c'est étonnant qu'un hebdomadaire annonce comme ça, surtout une nouvelle aussi grave. Et enfin, bon. Alors, on va continuer, hein, tant qu'on est au Maroc. Il y a eu cette visite de la ministre israélienne Miri Regev, oui. voilà, Miri Regev, qui a suscité beaucoup comment dire, de manifestations. On a vu hier, par exemple, à Marrakech, où ils ont brûlé des portraits de la Alors, ministre. Miri Regev est une sacrée nationaliste, hein. Je veux dire, c'est une femme, genre, enfin, genre Margaret Thatcher, quoi. Enfin, elle n'a pas l'envergure, elle ne va pas devenir Premier ministre, mais disons, c'est une femme qui fait partie de la tendance dure. Enfin, ça fait presque rire au sein du gouvernement du Likoud aujourd'hui, avec des ministres d'extrême droite, fascisants, etc. Mais Miri Regev est une sacrée. Enfin bon, voilà, ça veut dire. Ça montre quand même que. Enfin bon, le Maroc accepte tout du régime sioniste, quoi, de son allié sioniste. Oui, mais les manifestations contre sa Oui, venue. oui, bon, de toute façon, il y a toujours. Enfin, apparemment, enfin, pas, non, apparemment, c'est-à-dire, il y a des manifestations. Bon, voilà, c'est. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire, euh, pour moi, bon, ça montre que le sentiment marocain, le peuple marocain, il est clair, etc. Mais disons, ça reste du domaine du gérable. Voilà. Ça veut dire que le régime peut gérer, peut gérer ça, à mon avis, enfin, alors, tel que je vois les choses. Voilà. Ce n'est pas, je ne considère pas ça comme une espèce de danger pour la monarchie ou de bouleversement, etc. Voilà. Ça veut dire il y a quelques centaines, quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers, je ne sais pas. En tout cas, les manifestations violentes, elles ne sont pas en général nombreuses. Enfin, je veux dire, quelques centaines peut-être.
Mais il y a des manifestations et donc pour moi, d'abord, elles ne feront pas changer d'avis le régime marocain. Voilà. Parce que le régime marocain s'est engagé dans cette voie à fond et il perdrait beaucoup en se retirant de cette alliance. Il s'est engagé vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des Israéliens. Il a des contrats d'armement qui portent sur des milliards de dollars. Et donc, quels que soient les bisbilles, la gêne que ça peut créer, etc. Là, en ce moment, par exemple, les relations sont presque sur pause. Mais, à mon avis, le régime marocain, il est embarqué dans cette aventure et il ne changera pas d'avis. Voilà, à moins de quelque chose d'extraordinaire. Mais même la guerre à Gaza ne l'a pas fait changer d'avis. C'est-à-dire que, en fait, changer d'orientation aujourd'hui serait encore plus grave pour le Maroc parce qu'il a investi énormément, symboliquement, économiquement, militairement, diplomatiquement, etc. Et puis, il espère, le Maroc espère en tirer des avantages aussi quand même. Il n'a pas fait ça pour les beaux yeux des Israéliens et des Américains. Et stratégiquement parlant, le Maroc, il pense consolider. Il a une position assez forte en Afrique. Récemment, par exemple, il y a eu une alliance, la désignation d'un vice-président pour l'Union africaine. Bon, le Maroc a été battu par l'Algérie, mais c'était très serré. C'est-à-dire que le Maroc, par exemple, il tente d'ouvrir des relations avec les pays de l'AES, le Mali, le Niger, pour leur offrir une ouverture vers l'Atlantique. Il y a tout un système bancaire marocain. Le Maroc, il bénéficie quand même du soutien diplomatique occidental qui n'est pas négligeable. Et donc, voilà, il espère aussi tirer profit de cette alliance avec l'Occident. Dernière question, c'est concernant l'arrestation comment dire, d'un groupe de terroristes justement lié à l'organisation Daesh au Maroc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler Oui, aussi. oui, j'ai entendu, oui, mais moi, je suis un peu. Quand je vois des informations comme ça, je suis toujours dubitatif. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, la police marocaine peut très bien. Vous savez comment ça se passe. Voilà. Bon, il y a des bandes, 4, 5, 10. Bon, on les infiltre. C'est très facile d'infiltrer un petit groupe comme ça. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour. D'ailleurs, le FBI fait ça souvent. On infiltre un petit groupe et puis après, on les chauffe. On leur dit voilà, on va organiser tout. Et quand les gens sont prêts à le faire, hop, on les arrête, on les prend sur le fait avec le fric, avec les tracts, etc. Et c'est un coup monté d'abord pour dire à la population marocaine, attention, nous sommes vigilants, il y a du terrorisme, etc. Et donc, c'est grave. Et puis dire à l'Occident, voilà, nous aussi, nous combattons le terrorisme. Pour moi, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un coup monté par la police marocaine qu'autre chose. Enfin, qu'une infiltration de terroristes islamistes ou Daesh, etc., qui viendraient déstabiliser le régime. Voilà. Oui, merci pour votre opinion concernant cette question-là. Et effectivement, j'ai envie de dire, ces interpellations, elles arrivent au bon moment, j'ai envie de dire. Ah oui, opportunément, voilà. Mais en fait, mais le FBI fait ça souvent. Et d'ailleurs, quand vous entendez par exemple le FBI arrêter un groupe terroriste, ils vous disent oui, il y a un flic du FBI qui a infiltré la bande, etc. Mais bon, c'est presque enfin, c'est du classique. Très bien. Bon, on n'aura pas eu d'intervenant ce soir. Très bien, bon, ben, On est on va à une arrêter. heure pile. Très bien.
Bon, ben Eh ben, très alors, bien. bonne soirée. Et puis, la semaine prochaine, on fait avec. Voilà, très bien. Exactement. On se tient au courant. Je vous enverrai un petit mail. Très bien. Bonne soirée, bon Bonsoir à week-end. tous. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Ciao. Voilà les amis, salam alaikum à tous. On se donne rendez-vous à fixer jeudi ou vendredi prochain. Ce sera avec Jacob Cohen et d'autres personnes qui seront invitées la thématique, je la connais pas encore, mais je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi prochain. Excellente soirée à vous, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salam alaikum.